Déjà, tout est faux. Ce ne sont pas des contes ce soir que je vous raconterai. J'ai raconté des récits recueillis pendant les différentes guerres au Liban. Je vais commencer par une histoire d'amour. Lorsque la guerre a commencé au mois de juillet 2006, le village de Haris au sud du Liban s'est vidé très vite, comme beaucoup de villages du sud. Tout le monde est parti, pas vraiment tout le monde. Restaient ceux qui ne voulaient pas partir. Et restaient ceux qui ne pouvaient pas partir. Parmi ceux qui sont restés, il y avait un couple de vieillards. Lui, il s'appelait Haj Suleiman, il avait 85 ans. Il était malade, il était diabétique. Elle, sa femme, Haj Karimi, avait 10 ans de moins, 75 ans. C'est une femme qui était petite, mince et bienveillante, très vive. Lorsque la guerre a commencé, on ne les a pas oubliés. Les voisins ont frappé à leur porte pour leur proposer de s'entasser dans la voiture qui fouillait vers le nord. Mais à leur âge, partir sur les routes, c'était pire que mourir. Donc, ils ont décidé de rester. Et puis, des guerres au sud du Liban, ils en avaient vu. Ils se sont dit, celle-là aussi, comme les autres, finira par passer son chemin. Ils sont restés. Ces deux-là étaient ensemble depuis une quarantaine d'années. Mais avant, chacun avait une vie à lui. Lui était marié de son côté, elle était mariée de son côté. Chacun d'eux avait perdu son conjoint dans une guerre d'avant. Et pourtant, ce qui les a rassemblés, ce n'était pas la guerre, ce n'était pas la mort, ce n'était pas la tristesse. Ce qui les a rassemblés, c'était la joie, c'était une fête, c'était un mariage. Haj Suleiman était le poète de son village. Dans les villages, il y a souvent un poète, parfois deux, trois, et parfois même des poétesses. Des poètes qu'on invite pour les grandes occasions, pour les mariages, pour les enterrements, pour les fêtes. Lui, son épouse, était morte depuis quelques années dans un bombardement. Il était invité à un mariage. Il était assis avec les hommes et se concentrait pour chanter les louanges de deux mariés. Quand soudain, il a vu une femme avec une robe rouge qui passait pour aller du côté des femmes. Alors Haj Suleiman a passé la soirée à chanter la femme à la robe rouge. Il a complètement oublié les deux mariés. Bien sûr, les poèmes en circulé sont arrivés aux oreilles de cette femme. Et les gens disent que pendant un mois, Haj Suleiman n'a fait que chanter la femme à la robe rouge. Alors la femme à la robe rouge a fini par l'aimer. Et tous les deux se sont mariés. Donc quand la guerre a commencé, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient seuls dans leur quartier, leur maison était une maison plutôt fragile, ce n'était pas une maison en pierre dure, c'était une maison en parpaing. Ils se sont rendus compte que la guerre va être dure et longue. Ils ont cherché où se protéger, où rester, n'ont trouvé que l'évier. Alors tous les deux se sont installés sous l'évier. Et ils ont passé comme ça 34 jours sous l'évier. Haj Karimi disait, dans notre malheur, on avait quand même de la chance. Elle dit, on est Paris, si on n'avait pas de provisions, mais on avait de l'eau, ça c'était bien, l'eau est rare pendant la guerre. Et elle dit, on avait acheté du pain la veille, quand on a compris que la guerre allait être longue, on a laissé le pain sécher. Et chaque fois qu'on avait faim, on trempait quelques morceaux de pain sec dans l'eau, on les mangeait. Elle dit, j'avais de la chance, la veille de la guerre, j'avais acheté des médicaments pour mon mari. Et c'était comme ça, sous l'évier. De temps en temps, quand les bombardements étaient un peu loin, elle sortait de sa maison, elle allait cueillir du jasmin, des fleurs pour son mari. Elle disait, les fleurs, ça éloigne la peur. Les fleurs, ça éloigne la mort.
Haji Karim dit que lorsque certaines nuits les bombardements étaient trop violents, son mari avait peur et ses jambes enflaient. Alors elle passait la nuit assise à ses pieds à lui masser les jambes. Toute la nuit. Lui, il avait peur de... Non, il n'avait pas vraiment peur de mourir. Il avait peur de mourir dans une position indécente. Il priait tout le temps pour que Dieu lui épargne une mort comme ça. Par exemple, mourir sous un bombardement alors qu'il est aux toilettes. Et qu'on le retrouve comme ça, lui à son âge, mort comme ça. Sa femme lui disait, t'inquiète pas, Hajj. 2 fois, tu es parti au pèlerinage, le ciel ne te laissera pas comme ça, ne t'inquiète pas, fais confiance. Elle lui parlait, elle lui massait les pieds. Et ils sont restés comme ça pendant 34 jours. Le village de Haris a été détruit à 70% pendant cette guerre. Leur maison a eu de la chance, elle n'a pas été touchée. Lorsque la guerre a été finie, tous ceux qui étaient partis sont remontés dans leur village. Avec eux, il y avait des journalistes. Et c'est comme ça qu'une jeune journaliste a vu 2 vieillards tout maigres, tout pâles, sortir de leur maison, un peu perdus mais vivants. Alors il s'est approché et leur a posé des questions. Et lorsque la vieille Haji Karim a dit qu'avec son mari, ils ont passé 34 jours sous l'évier, la journaliste a souri. Elle dit, pourquoi tu souris, ma fille? Elle dit, non, mais vous croyez vraiment qu'un évier va vous protéger des bombes qui pesaient une tonne? Je dis, mais non, ma fille, on n'est pas fou, on sait très bien que ça ne sert à rien, mais tu sais, quand on a peur, il faut inventer un espoir, sinon comment continuer à vivre? Et puis quand elle a dit qu'elle passait les nuits entières à masser les jambes de son mari, elle lui a dit, vous l'aimez votre mari, c'est ça? Je dis, je l'aime. Bien sûr que je l'aime. C'est un homme de bien, il me fait des poèmes tout le temps. Même là, pendant le bombardement, il m'a fait un poème. Bien sûr que je l'aime. Je suis prête à vendre mes cheveux pour lui. Et lorsqu'une femme chez nous dit qu'elle est prête à vendre ses cheveux pour un homme, il n'y a pas de déclaration d'amour plus forte. Lui, Haj Sulayman, son œil brillait. Son dos se redressait comme si la guerre n'avait pas existé. Il a rajeuni de 20 ans. La journaliste lui a dit, et vous, Haj, vous l'aimez votre femme, non? Chez nous, jamais un homme ne dira en public qu'il aime sa femme. Mais lui, il était poète. Et il s'en est sorti avec un poème. Il a dit, الحجي رفيقة عمر الحجي رفيقة عمر الله يصونها هي حياتي وشو حياتي بدونها لما اجاني الموت بده يشيلني ما شالني من الموت إلا عيونها. Tout le monde comprend l'arabe? Et moi qui raconte en français? Ma femme, compagne de ma route, que le ciel la protège. Elle est ma vie et que vaut ma vie sans elle. Lorsque la mort est venue me chercher, son regard et ses yeux m'ont arraché à la mort, m'ont ramené à la vie. Ça, c'était les amoureux de Haris. Pour les amis d'ici, même pour les amis libanais, vous savez, vous allez entendre des noms des villages, des noms des quartiers, des dates. Ce sont des repères pour moi. Vous pouvez les oublier complètement. Parce que même nous, les Libanais, malheureusement, on a appris les noms de nos villages, on a appris la géographie avec la guerre et les massacres. Puis ces événements se sont passés au Liban, ils auraient pu se passer n'importe où ailleurs. Pour ceux qui ne connaissent pas le Liban, c'est pas très grand, hein, c'est tout petit, c'est un peu 210 km de long sur une moyenne de 50 km de large. On peut faire le tour en voiture en une journée, c'est pas très long. Les événements dont je vous parlerai ce soir se passent essentiellement au sud, un peu à Beyrouth, c'est-à-dire sur un espace de 60 km. Peut-être je vais commencer par vous dire ceci. J'ai eu la chance d'avoir 2 mères. La première, celle qui m'a porté dans son ventre. Et la deuxième, elle est arrivée dans ma vie avant ma naissance. C'était en 1948, c'était la guerre de la Palestine. Moi, je suis d'un village du sud, pas très loin de la frontière. À l'époque, les anciens disent qu'ils avaient eu l'habitude de voir des camions de l'ONU transporter des réfugiés vers le nord. Puis il y avait des gens qui traversaient à pied.
C'est ainsi qu'un enfant du village a vu une jeune femme assise sur la place du village sur une pierre. Il lui a dit « Masal Khair », l'a salué, la femme n'a pas répondu. L'enfant est arrivé chez lui à la maison, il a dit à ses parents qu'il y a une femme pieds nus assise sur la place et que peut-être elle n'entend rien. Les gens se sont rassemblés, parmi les gens, il y avait ma mère. À la robe de cette femme, à la clé autour de son cou, tout le monde a compris qu'il venait de la Palestine. Ma mère a dit, elle a sûrement vu des horreurs qui l'empêchent de parler, je la prends chez moi. La maison de mes parents était grande, mais surtout il y avait des terrains autour et il y avait 2 pièces au bout du terrain qui étaient complètement indépendantes. Donc ma mère a installé cette femme dans ces 2 pièces et tout le monde pensait, elle aussi, que dans 2-3 semaines, elle reviendrait chez elle. Son village a été rasé pendant la guerre et cette femme, Mas'ouda, est restée chez nous jusqu'à la fin de sa vie. Son malheur a fait mon bonheur. Elle est devenue la grande amie de ma mère. Elles étaient inséparables, elle m'a élevé en même temps que ma mère, c'est pour ça que je l'appelle aussi ma deuxième mère. Les 2 femmes physiquement ne se ressemblaient pas du tout. Celle qui m'a porté dans son ventre, c'est une femme petite, mince, qui bouge tout le temps, qui ne sait pas s'asseoir. Mas'ouda, elle, au contraire, c'est une femme ronde, avec un tatouage sur le menton, c'est une femme qui bouge peu. Elles avaient en commun beaucoup de choses. Les 2 femmes avaient la main verte, elles aimaient planter. Ma mère, celle qui m'a porté dans son ventre, avait même inventé une théorie. Chaque fois qu'elle avait un souci, chaque fois qu'elle avait un problème, chaque fois qu'elle avait un malheur, elle plantait une plante ou une fleur. Alors, il y avait des plantes et des fleurs partout autour de la maison. Même dans la cour intérieure, et c'est vrai. Une parenthèse, il y a quelques années, j'étais avec ma famille chez ma mère, et je faisais la sieste assis comme ça devant la maison, et mes sœurs m'ont réveillé parce qu'elles riaient. Ils m'ont dit, tu dors la main ouverte, on s'est dit, si ta mère passe, elle plantera quelque chose dedans. Les 2 femmes avaient la main verte, les 2 femmes étaient illettrées, pas illettrées, les 2 femmes ne savaient pas lire ni écrire. Mais ces 2 femmes connaissaient très bien leur langue. Les 2 femmes étaient des conteuses. C'est auprès de ces 2 mères que j'ai appris à devenir conteur. Mon premier répertoire de contes traditionnels vient de là. Et puis, elles disaient de la poésie, y compris de la poésie qu'elles inventaient. Elles ne savaient pas lire encore que ma mère, celle qui m'a porté dans son ventre, a fini par savoir lire les chiffres et les lettres. Moi, je suis né dans la génération après l'indépendance du Liban. Et chez nous, au sud du Liban, il y avait peu d'écoles dans les villages. Donc, il y avait des délégations qui allaient à la capitale réclamer une école. Et la réponse à l'époque était la même. Trouvez un local, on vous envoie un enseignant. La maison des parents était grande, mon père a décidé de couper la maison en 2. En entrant à droite, d'un côté du couloir, c'était devenu l'école, de l'autre côté, c'est resté la maison. Donc moi, pour aller à l'école, je traversais le couloir. Et pour revenir, je faisais le contraire. Mais surtout, notre génération, on apprenait par répétition. C'est-à-dire que le maître disait une phrase et toute la classe répétait à voix haute. Donc ma mère, de l'autre côté du couloir, ma mère qui faisait la cuisine, qui travaillait dans la maison, elle passait la journée à écouter les leçons. Et à la fin de la journée, quand je traversais dans l'autre sens, ce n'était pas la peine de dire que je n'avais pas de devoirs, elle savait que j'avais des devoirs. Et elle, qui ne savait pas lire, elle me faisait faire mes devoirs, elle connaissait les leçons par cœur. Mais voilà, elle faisait beaucoup de broderie. Et un jour, elle s'est rendue compte qu'elle n'arrivait plus à voir très bien. Mon père lui a dit, écoute, ce n'est pas grave, nous irons bientôt en ville chez le médecin, tu donneras des lunettes. Je lui ai dit, moi je n'irai pas. Je lui ai dit, pourquoi? Tu crois que je ne sais pas? Le médecin va me montrer des chiffres, des lettres, je ne sais même pas lire. On m'a dit, tu ne sais pas lire, c'est le médecin pour les enfants ou pour ceux qui ne savent pas lire, il montre des formes. Je dis, quoi? Toi, tu acceptes qu'on traite ta femme comme un enfant? Moi, je refuse. J'apprends les chiffres, les lettres, sinon je n'irai pas chez le médecin. Et depuis ce jour-là, après l'école, après mes devoirs, il fallait que j'apprenne à ma mère les chiffres et les lettres. Et le jour où elle a commencé à lire dans tous les sens, elle est partie en ville, chez le médecin, elle est revenue avec des lunettes. Et sa grande fierté, c'est qu'à la fin de sa vie, c'est qu'elle avait son carnet de téléphone personnel, elle pouvait appeler ses enfants sans demander à quelqu'un d'autre. Lorsque la guerre
une des guerres 75 a commencé. Moi, j'étais au Liban. J'ai traîné un peu au village. On prépare beaucoup de provisions l'été au village. Et à la fin de l'été, j'avais plus grand chose à faire. C'est ma mère qui m'a mis sur la piste. Elle m'a dit, à Radio Beyrouth, ils demandent des journalistes. Va essayer, ta chance. Je dis, moi, je ne suis pas journaliste. Elle me dit, mais Radio Beyrouth, plus personne ne l'écoute. Qu'est-ce que tu perds, va. Et c'est comme ça que je suis devenu journaliste, c'est mon premier métier. En 1978, il y a eu la première invasion du sud Liban. Moi, j'ai quitté Beyrouth, le sud du Liban, c'est ma région, je suis parti vers le sud, je suis arrivé dans une ville, la ville de Tyr, et j'ai appris que les tanks israéliens avançaient sur un village qui s'appelle Bayada, un peu plus au sud. Je suis arrivé, j'ai laissé ma voiture à l'entrée du village, je traversais le village, c'était la panique générale, un village qui allait être occupé dans l'heure qui suit. Donc il y avait des gens qui fouillaient le village en voiture, d'autres qui couraient chercher les provisions dans l'épicerie. Une panique générale. Je traversais à pied, je suis allé de l'autre côté et j'ai vu le tank israélien qui avançait en bombardant. J'allais faire demi-tour pour repartir quand j'ai vu une femme, une paysanne. Une paysanne penchée en train de travailler dans son champ, en train d'épiocher au pied des plantes, mais tranquillement, comme si la guerre n'existait pas, avec les gestes ronds, rodés des paysans qui travaillent leur terre depuis des siècles. Mon premier réflexe, c'était de dire cette femme est sûrement sourde. Et j'ai commencé à m'avancer pour lui dire de ne pas rester ici, de lui montrer les tanks qui avançaient. Mais ces gestes étaient tellement doux, ces gestes étaient tellement ronds, je me suis rendu compte que j'étais très vite pris dans son rythme, dans ses gestes, dans son calme, et je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bougé. Petit à petit, je commençais à voir autour d'elle, je commençais à voir des cyclamelles, des coquelicots, et je me suis rappelé qu'on était au printemps, et que le printemps était beau au sud Liban. Donc, j'ai sorti mon carnet, j'ai marqué là-dessus seulement « femme printemps », et je suis reparti. Dans le même village, on m'a conduit dans une maison avec des arcades, une maison qui était solide, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'enfants, des voisins qui étaient là. Et il y avait une femme qui racontait des contes pour calmer les enfants, alors que le village était bombardé. Et il y avait une paix, un calme, une sérénité dans cette maison qui contrastait complètement avec le chaos dehors. Je crois que ces jours-là, moi qui est amoureux du conte depuis ma naissance, ce jour-là, j'ai compris que le conte serait important pour moi. Sur le chemin du retour, je suis passé voir ma mère au village, ma mère et Massoud. Comme d'habitude, ma mère bougeait tout le temps, courait tout le temps, je suis resté 3 jours avec elle au village. J'ai un ami au village qui s'appelle Abdou, un ami d'enfance qui est devenu l'épicier du village. Souvent, quand je suis au village, je vais le matin chez lui parce que comme ça, j'entends toutes les nouvelles du village. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi, pendant mon enfance, ma jeunesse, dans nos villages, chaque maison faisait son pain. Les gens faisaient leur pain. Et le pain du village, chez nous, c'est fait de façon très simple. On fait un foyer en pierre, il y a une parabole métallique qu'on appelle sage. On la met sur le foyer, on allume du brindilles au-dessous et on fait une pâte fine comme la crêpe. Et ça fait le pain, un pain fin, c'est le pain des villages. Ça, c'était les années 50-60 et puis le village a été relié à la ville avec une route. Alors on a commencé à avoir des camionnettes qui arrivaient de la ville, qui transportaient du pain qu'elles posaient dans les épiceries, comme ça. Et les gens ont été attirés, fascinés par le pain de la ville. Et petit à petit, on a commencé à manger le pain de la ville. Et petit à petit, chaque maison a rangé son sage quelque part. Et puis on l'a oublié, et plus personne ne savait faire du pain. J'étais chez Abdou, ma mère est venue chercher du pain, acheter du pain. Abdou lui a dit, mais tu sais très bien, tu écoutes les informations, non? Il n'y a pas de mazout, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de pain. Elle lui dit, attends, je ne comprends rien. Je te parle du pain, pourquoi tu me parles de mazout et du pétrole? Et il m'a regardé, il a secoué la tête. Il lui a dit, tu sais, le pain ne se fait pas tout seul. Tu sais, dans la ville, il y a des grands fours pour les chauffer, il faut du mazout, il faut du pétrole. Depuis 3 jours, il n'y a pas de pétrole, donc pas de pain. Elle lui a dit, tu as de la farine? Il a dit, tu ne vas pas manger de la farine. Discute pas, est-ce qu'il y a de la farine? Elle a acheté de la farine, elle est rentrée à la maison, elle a préparé sa pâte, elle a retrouvé son sage qu'elle avait jeté dans un coin depuis des années. Elle a fait un foyer, lorsqu'il la pâte a levé, elle a fait son pain, elle a fait une centaine de pains, elle a envoyé du pain à Abdou à l'épicerie. Abdou a fermé l'épicerie, il est revenu en courant,
il lui a dit, écoute, j'ai quelque chose à te proposer. Moi, je te donne la farine, tu fais le pain, on le vendra à l'épicerie ou on partage. Il lui a dit, toi, tu ne penses qu'à l'argent. Si tu veux, envoie ta femme, je leur apprendrai à faire du pain. Et c'est comme ça que petit à petit, on a retrouvé, les anciens ont commencé à apprendre aux plus jeunes à faire du pain, mais on a retrouvé aussi plein d'autres recettes et des plantes qu'on peut utiliser. Avant de quitter le village, de repartir à Beyrouth, ma mère m'a dit, je vais te dire un secret. Tu le gardes, donc il faut garder, maintenant je peux le dire. Ma mère, notre maison est un peu isolée du village, elle est sur le point le plus haut. En tout cas, c'était à l'époque le point le plus haut. C'est pour ça, le château d'eau, il est juste à côté de la maison. Et pendant la guerre, l'eau était très chère et très rare. Et ce sont les combattants du village qui s'occupaient de l'eau, qui fermaient le robinet, qui l'ouvraient. Ma mère dort peu. Elle m'a dit, voilà, une nuit, vers 3 heures du matin, je me suis réveillé. Il faisait bon, il faisait beau, il y avait la pleine lune. Alors je me suis dit, je vais sortir dans le jardin. Mais je n'ai pas voulu m'habiller, j'ai mis un drap blanc sur mes épaules. Et je suis sorti. Il y a beaucoup d'arbres dans le jardin, donc il s'est promené dans son jardin. Il m'a dit, soudain, j'ai vu Ranem, le chef du combattant, qui arrivait avec son arme. Je me suis dit, il vient vérifier si le réservoir est plein. Il m'a dit, je ne voulais pas qu'il me voie comme ça, avec un drap sur les épaules. Il me dit, je me suis caché derrière un arbre. Mais lui, pendant ce temps-là, avait vu. Il avait vu une forme blanche qui se cachait. Elle m'a dit, il a pris peur, malgré sa mitraillette, il est reparti vers le village en courant. Ma mère m'a dit, oh là là, le pauvre, je lui ai dit, je lui fais peur, demain j'irai m'excuser. Et il m'a dit, mais même pas 20 minutes plus tard, j'ai entendu réciter le Coran, réciter des prières au milieu du village. Et je l'ai vu revenir avec une dizaine de combattants, ils étaient tous armés, mais on ne sait jamais. Les prières, ça protège mieux. Elle m'a dit, quand je les ai vus s'approcher, je suis entré dans la maison, j'ai fermé la porte. Le lendemain matin, il y a un vieux du village qui est venu boire le café, ça arrive souvent dans les villages. Le vieux a bu son café, et après le café, on commence à parler. Donc il lui a dit, toi, Haji, est-ce que tu sors la nuit dans ton jardin? Ma mère a dit, moi? Une femme toute seule, en pleine guerre, tu me demandes si je sors dans mon jardin? Il m'a dit, moi, le soleil se couche, je cadenasse ma porte et je reste enfermé jusqu'au matin. Pourquoi tu me poses des questions comme ça? Il lui a dit, parce qu'hier, les jeunes ont vu dans ton jardin une salha, une bonne génie, une dame blanche. Ma mère lui a dit, ah, donc c'est vrai. Le vieux a dit, c'est quoi qui est vrai? Il dit, tu sais, il y a 50 ans, quand je suis marié, tu te rappelles, il y avait une vieille qui habitait ici qui s'appelait Haji Marwa. Je dis, oui, c'est une femme de bien. Il dit, oui, à l'époque, moi j'étais jeune, mais Haji Marwa m'a dit qu'il y avait une salha qui habitait ici dans le coin. Moi, j'ai pas cru. On a dit, ah, si Haji Marwa l'a dit, c'est vrai. En plus, hier, les jeunes l'ont vu. Ma mère m'a dit, maintenant, je dors la porte ouverte, je n'écris rien. Personne n'osera pousser la porte parce que la maison est protégée par Salha, la dame blanche. Markaba. Markaba est un village qui donne sur la plaine de Houla en Palestine. Et Markaba est un village qui avait l'habitude. Il avait l'habitude de la guerre. Plusieurs fois, le village a été occupé, plusieurs fois, le village a été libéré. Et les gens du Markaba avaient l'habitude et ils avaient une tradition. Ceux qui avaient leur maison du côté de la Palestine, de la frontière, lorsque la guerre commençait, ils quittaient leur maison. Soit ils allaient se réfugier chez les voisins de l'autre côté, soit plus loin, vers la capitale, vers la montagne, parfois vers la Syrie. Mais ils avaient une habitude, ils quittaient leur maison, ils laissaient toujours les portes ouvertes. Ils laissaient toujours à manger, à boire sur les tables pour les combattants qui défendent le village. Au mois de juillet 2006, tout le monde s'est rendu compte que cette guerre allait être très dure. Le village de Markaba s'est vidé. Imad avait sa maison de l'autre côté du village. Imad avait 250 chèvres. En tout cas, elle ne comptait pas du tout quitter le village, et puis quitter ses chèvres, c'était aussi un peu la mort. Au sud, on fait de l'élevage des chèvres et des moutons. Le village s'est vidé et Imad s'est rendu très vite compte qu'il y avait encore des gens dans les maisons autour. Elle a vu bouger, elle a vu des bougies s'allumer.
Elle a commencé à tourner autour de sa maison, à faire des rangs de plus en plus larges. Il restait dans les maisons le vieux qui ne voulait jamais partir. Imad, sa maison était solide, la bergerie surtout était solide. Elle a commencé à rassembler les vieux qui sont restés, à les conduire chez elle. Elle a rassemblé 50 personnes, 50 fillards qui étaient restés, des hommes et des femmes. Et puis il a hésité. La maison, la bergerie, la maison. La bergerie était plus solide, elle a opté pour la bergerie. Elle a nettoyé, elle a sorti les chèvres, elle a installé des tapis, elle a installé des matelas, des coussins. Elle a installé ses invités. Et Imad avait beaucoup de provisions dans sa maison, beaucoup de Libanais gardent des provisions dans leur maison, surtout pendant la guerre. Elle avait aussi un élevage des poulets. Alors elle a commencé par égorger ses poulets, elle disait « il faut que les anciens mangent bien pour traverser la guerre, il faut qu'ils mangent bien ». Elle soignait ce repas parce qu'elle disait souvent « on ne sait même pas si on sera encore vivant demain, autant profiter d'aujourd'hui ». Ces plats ont toujours été bons. Lorsqu'il n'y avait plus du poulet, c'était le mois de juillet, il y avait beaucoup de légumes, elle avait des terrains autour de sa maison, c'était en plus la saison des tomates. Alors sous le bombardement, elle courait, elle ramassait des tomates, elle ramassait des légumes, elle faisait un plat qu'on aime beaucoup dans le sud, qu'on appelle kamoun et banadoura, des tomates au cumin. C'est un mélange de tomates crues, du blé concassé, d'oignons et d'épices à base de cumin. Et puis on arrose tout ça avec beaucoup d'huile d'olive. Et puis, on ne mange pas son pain, il faut du pain chez nous. Alors, Imad a sorti son sage. Elle faisait tous les 3 jours 200 pains pour ses invités. 200 pains. Elle faisait le pain, elle mettait son sage juste à côté du mur de la bergerie. Elle ne pouvait pas allumer du feu avec du bois parce que ça faisait de la fumée et les avions bombardaient. Mais il avait une grosse tête de gaz. Elle préparait son pain comme ça. Elle dit au bout de 20 jours, c'était la panique parce qu'elle avait toujours à manger mais plus d'eau. Mais elle connaissait son village. Alors sous le bombardement, elle allait dans les maisons chercher l'eau pour ses invités. Elle dit, il ne faut pas penser qu'on était triste pendant la guerre. Bien sûr qu'on avait peur. Bien sûr qu'on était triste, mais on avait aussi des fous rires. Elle dit déjà, les anciens, dans la vie normalement, ils dorment peu, ils dorment n'importe quand. Là, pendant la guerre, les uns dormaient, les autres se réveillaient, et pour passer le temps, on se racontait des histoires, des contes, mais aussi des histoires du village, et des mariages, tout ça. Et parfois, il y avait une vieille qui racontait une histoire, et puis 2 heures après, quelqu'un d'autre se réveillait, racontait la même histoire, sans savoir qu'on venait juste de l'écouter. Ils disaient, on avait des fous rires pour rien, comme ça. Les combattants qui défendaient le village disent, nous n'avons jamais compris comment Imad est sortie vivante. Il disait, mais même quand il finissait de préparer à manger, il courait ramasser des fleurs, faire des bouquets pour ses invités parce que ça ne sentait pas très bon dans la bergerie. Son figuier a donné des figues un peu avant la saison. Elle est sortie sous le bombardement, ramasser des figues pour ses invités. Un avion a bombardé, une bombe est tombée pas loin. Une partie du figuier a sauté. Tout le monde a pensé qu'Imad était morte. On a entendu les cris sortir de la bergerie, mais elle leur a dit « Je n'ai rien, je ne peux pas mourir, il faut que je m'occupe de vous, le ciel ne veut pas de moi encore rester, que personne ne bouge. » Et Imad a traversé 34 jours avec ses invités comme ça. Lorsque la guerre était finie, tous ceux qui étaient partis sont revenus. Certains sont venus remercier Imad parce qu'elle a sauvé un grand-père ou une grand-mère. Et je disais, c'est à eux qu'il faut dire merci. Dieu m'a laissé vivante pour que je puisse m'en occuper. C'est à eux qu'il faut dire merci. Dans un village, il y avait une femme qui vivait avec sa fille. Seule, beaucoup d'hommes libanais travaillent à l'étranger. Souad dormait avec sa fille quand soudain une bombe est tombée pas très loin. Et sa maison a été remplie de poussière. Elle s'est réveillée en sursaut au milieu de la nuit, elle est sortie de sa chambre, elle a couru dans la chambre de sa fille, elle l'a cherchée dans le noir, elle l'a attrapée, elle est sortie. Elle voulait sortir vite, de peur que la maison ne s'écroule. Une fois dehors, elle s'est rendue compte que ce n'était pas sa fille qui était dans ses bras. C'était l'ourson en peluche de sa fille. Et elle est revenue dans la maison en courant, elle est entrée dans la chambre de sa fille, elle a posé l'ourson, elle a cherché à trouver sa fille apeurée dans un coin, elle l'a attrapée, elle est sortie. Une fois dehors, la petite a pleuré, elle voulait son ourson. Souad l'a posé, il est parti. Elle a cherché l'ourson.
Le village de Kran a connu malheureusement plusieurs massacres. Pendant la guerre de 2006, beaucoup de gens sont partis, jamais tout le monde. Il y a toujours des gens qui ne veulent pas partir ou qui ne peuvent pas partir. Et puis quand ils se sont rendus compte que cette guerre va être dure, ils sont allés se réfugier dans un immeuble juste à côté du quartier général de l'ONU, en pensant que l'immeuble pourrait les sauver. Et il y a une famille qui est arrivée comme ça, à l'entrée de l'immeuble, et la fille qui avait 15 ans a lâché la main de sa mère et lui a dit « J'ai oublié mon livre à la maison, je reviens », il est parti en courant. Lorsqu'il est revenu, il n'y avait plus d'immeuble. L'immeuble a été bombardé, il n'y a eu aucun survivant. La seule survivante, c'était cette fille qui était partie chercher son livre. Donc quand la guerre est finie, les gens sont remontés, les journalistes aussi, et puis j'ai un ami cinéaste qui a accompagné la guerre depuis 1975, qui s'appelle Jean Chameron, c'est lui qui m'a raconté l'histoire. Il m'a dit, écoute, je suis arrivé, j'ai entendu parler de cette fille. Il m'a dit, on me l'a présentée, je lui ai dit, écoute, mets-toi devant l'immeuble en ruine, je vais te filmer, te poser quelques questions. Et il m'a dit, à mon âge, je n'ai pas fait attention, c'est elle qui m'a réveillé. Il m'a dit, non, je préfère là-bas devant l'arbre en fleurs, c'est beaucoup plus joli. Il m'a dit, je n'ai même pas pensé qu'il y avait encore sa famille sous le décambre. À Kran, toujours, ce jour-là, il y avait une femme qui était assise sur une pierre. Et un journaliste s'est approché et lui a dit, combien d'enfants tu as? La femme a levé la tête, lui a dit, avant le massacre ou après le massacre? Le quartier de Har-Tahrek. Le quartier de Har-Tahrek, dans la banlieue sud, a été bombardé dès le premier jour de la guerre en 2006. Tout le monde s'y attendait. Le quartier s'est vidé, restait toujours ceux qui ne peuvent pas partir, les sécuristes et ceux qui ne veulent pas partir. Parmi ceux qui sont restés, il y avait deux frères. Ce n'étaient pas des enfants que les parents avaient oubliés, c'était des adultes. Le premier s'appelait Saad, il avait 40 ans, il avait un léger handicap physique et il était un peu simple d'esprit. Saadi, son frère, avait 2 ans de plus, 42 ans. Lui, il avait un grand handicap physique et surtout un très lourd handicap mental. Il était enfermé sur lui-même. Il passait ses journées, ses nuits à se balancer d'avant en arrière. Et personne ne pouvait communiquer avec lui, personne ne savait parler avec lui, il n'y avait que son frère. Son frère Saad avait les mots, il avait les gestes, il pouvait s'en occuper. Quand la guerre a commencé, ils étaient au 5e étage, leur appartement, leur maison, ils sont restés là, plus d'ascenseur, plus d'électricité, puis aller où? Ils sont restés là. Saad dit qu'il s'occupait de son frère, il dit heureusement j'avais des médicaments 3 fois par jour, parce que sans médicaments, même moi, je suis incapable de parler avec mon frère. Heureusement j'avais des médicaments. Il dit la journée s'est passée bien, quand il n'y avait pas de bombardement le matin, j'ai rasé mon frère. Mais quand il y avait de bombardement, j'avais peur de trembler et de le blesser. Et quand on avait de l'eau, je le lavais. Et puis on mangeait ensemble. Et puis Saad, dans la vie, normalement, regardait beaucoup la télé. Il aimait les films de guerre. Il avait vu que dans les films, quand il y a des bombardements, les gens s'allongent par terre, mettent les mains sur la nuque. Donc, dès que le bombardement était prêt, il disait à son frère, allonge-toi. Il allongeait son frère, il s'allongeait à côté, les mains sur la nuque, sauf qu'ils étaient 5e étage, ça ne servait à rien. Le 2e jour, Saad dit qu'il y a eu tellement de bombardements la nuit. Les avions avaient bombardé toute la nuit, il jure que l'immeuble a bougé plusieurs fois. Il le jure. Et alors, il y a eu un silence. Les avions sont partis. Un silence absolu. Il dit que c'était la première fois, depuis 10 jours, la première fois qu'il entendait le rossignol du voisin. Il dit c'était bizarre, je sais que le voisin aime son rossignol, comment il l'a laissé comme ça, il est parti. Le jour se levait et puis le calme restait. Alors Saad a dit à son frère, écoute, je vais descendre la poubelle et puis je vais aller acheter du pain dans la boulangerie en face. Il a pris la poubelle, il est descendu, il est arrivé dans la rue, il est resté figé. Il n'y avait plus d'immeuble, il n'y avait plus de boulangerie. Il y avait un tas de décombres, des sécuristes qui tapaient pour appeler pour voir s'il y a des gens de l'autre côté. Il était là un peu perdu quand soudain, quelqu'un lui a touché l'épaule. C'était le voisin au rossignol. La guerre l'a surpris, il était loin, il a attendu première occasion pour venir chercher son rossignol.
Quand il a vu ça, il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ton frère, il est où? Il est là. Oh, il dit, mais il ne faut pas rester. Tu as encore de la chance, l'immeuble est encore debout, il ne va pas rester debout tout le temps. Viens avec moi. Ils sont montés tous les deux, ils ont porté Saadi et le voisin, qui était un homme de bien, les a conduits. À l'entrée du quartier, il y avait un immeuble qui appartenait à la famille Mroui, et dans l'immeuble, il y avait un abri, un sous-sol. Il y avait des gens qui étaient dans le sous-sol, dans l'abri. On a accueilli les deux frères, on les a installés. Et Saad a appris quelque chose d'important pendant son séjour. Il a entendu dire qu'en cas de bombardement, ce sont les coins des maisons qui sont les plus sûrs. Il a bien retenu. Mais voilà, au bout de 2 jours, une rumeur a circulé. La radio a annoncé que les États-Unis ont envoyé à l'armée israélienne une bombe intelligente qui creuse 30 mètres avant d'exploser. Et du coup, l'abri n'était plus à l'abri. Alors l'abri a commencé à se vider et Saad et Saadi se sont retrouvés tous les deux tout seuls. Saad a mis son frère sur le dos, il est reparti. La seule maison qu'il connaissait, c'était la sienne, 5e étage. Il a grimpé, il est arrivé, mais cette fois-ci, il avait quelque chose de plus. Quand le bombardement n'était pas loin, il mettait son frère dans un coin, lui dans un coin, il attendait. C'est plus tard, c'est 1 semaine seulement avant la fin de la guerre, qu'une association qui s'occupe des adultes handicapés, cette association a appris que les 2 frères étaient encore là. Donc, ils sont venus les chercher, ils ont conduit dans un quartier plus calme à Beyrouth, ils ont installé dans une maison. Et Saad a dit, dès que je suis entré dans la maison, j'ai compris que c'était bien. Parce que les coins n'étaient pas encombrés en cas de bombardement. Nabil n'a jamais mis de pyjama. Il dit que le pyjama l'empêche de dormir. C'est mon frère. Je ne l'ai jamais vu avec un pyjama. Et voilà, la guerre commence en 2006 et le lendemain, il court acheter un pyjama tout neuf. Pendant la guerre, les voisins, quand ils voient la porte ouverte, les personnes de fermer sa porte, ils voient un peu une bougie allumée, pour se réchauffer, pour se rassurer, ils entrent chez le voisin à n'importe quelle heure. Le voisin est entré vers 1h du matin, il a vu Nabil assis avec un pyjama neuf. Il dit, t'as acheté un pyjama, tu veux t'enfuir, c'est ça? Il dit, m'enfuir, où tu veux que je parte avec 10 personnes à la maison? Mais je me dis, si la maison s'écroule sur moi, si je meurs, au moins qu'on me trouve dans une tenue décente. Il y a une nouvelle habitude, mais très mauvaise, qui s'installe au Liban depuis une 30aine d'années. Dans beaucoup de maisons, on a des servantes maintenant. Des servantes qui viennent des pays lointains, des pays pauvres. Hein. Les premières arrivées de Philippines, puis après il y a eu Sri Lanka, il y a l'Éthiopie. Mais puisque les premières sont arrivées de Philippines, beaucoup de gens appellent leur servante la Philippine, même si elle vient d'ailleurs. En tout cas, ces femmes, dans beaucoup de maisons, ces femmes travaillent très dur du matin jusqu'au soir pour un salaire de misère qui, bien sûr, aide à faire vivre leur famille là-bas. Souvent, elles ont des enfants qu'elles laissent au pays. Mais surtout, le problème, c'est qu'elles ont des noms compliqués. Elles ont des prénoms compliqués. Alors, beaucoup de gens, pour ne pas faire l'effort, les appellent Khadmi, la servante. Pendant cette guerre de 2006, il y a eu beaucoup de morts. Et il y a eu des familles entières qui étaient décimées. Les hôpitaux étaient débordés. Pour avoir la paix, ils accrochaient devant leurs portes les listes des morts. Et souvent, on trouvait des familles entières, les grands-pères, grand-mères, le père, la mère, le nom, le prénom, les enfants. Et juste en bas, Wil Khadmi et la servante. Même dans la mort, elles sont restées anonymes, les servantes du Liban. Tout le monde dans le village l'appelait Abu Azzam le berger. Parce qu'Abu Azzam était berger. Il avait 300 chèvres. Il avait 300 chèvres. Il avait un champ d'oliviers, il y avait des figuiers dans son champ, et le champ était entouré des figuiers de barbarie. La guerre a commencé et Abu Azzam a décidé de ne pas quitter son village parce que quitter ses moutons, quitter ses oliviers, c'était aussi la mort pour lui. Alors il a passé la guerre à surveiller le ciel, à surveiller les bombes qui tombaient du ciel. Pas toutes les bombes, il surveillait les bombes qui pesaient 1 tonne, qui s'ouvraient avant de toucher le sol et qui laissaient échapper des dizaines, des centaines de petites bombes qui vont exploser beaucoup plus tard, quand quelqu'un les touche. Les bombes à fragmentation, les bombes à retardement.
Abu Azam surveillait, il se faisait une carte dans sa tête et il s'est rendu compte que son champ, comme beaucoup de champs, était déjà infesté avant la fin de la guerre, il était déjà infesté des bombes. Quand la guerre était finie, il a perdu 50 chèvres, mais il a sauvé 250 chèvres, il était content. Mais son champ était complètement couvert de bombes, comme ça, à fragmentation. Beaucoup de pays à l'époque, on voyait des pays d'Europe aussi, on voyait des équipes pour déminer le Sud-Liban. Le Sud-Liban était la région où il y avait le plus de bombes comme ça au monde, à un moment donné. Donc il a appris qu'il y avait une équipe qui déminait dans le village voisin. Il est parti voir, il est parti se renseigner. Il a surveillé, il a vu que l'équipe commençait par mettre un ruban rouge autour du champ où il y avait des bombes. Il a vu que l'équipe s'équipait avec des équipements très lourds, et puis des machines, et puis il a posé des questions. Et surtout, il voulait savoir quand est-ce qu'on arriverait chez lui, dans son village. On lui a dit que si tout va bien, dans 1 an. Mais pour lui, 1 an sans sortir ses chèvres, 1 an sans cueillir ses olives, c'était la mort. Donc il est resté 2 jours, il a surveillé, il a regardé, il a posé des questions, il a appris beaucoup de choses, il a décidé de revenir chez lui, déminer son champ tout seul. Alors il a choisi un coin à côté de son champ, un coin qui était propre, il n'y avait pas de bombes, il a ramassé des brindilles, il a commencé par faire un petit tas de brindilles. Il a mis sur le tas de brindilles du mazout, du pétrole. Dans le village à côté, il avait appris que ces bombes qui ont une ceinture en caoutchouc autour, il ne faut surtout pas toucher la ceinture. C'est comme ça qu'ils explosent. Donc, il a pris son courage à 2 mains, il est entré dans son champ, il a repéré une première bombe, ce n'était pas difficile, il a retenu sa respiration. Il s'est baissé lentement, doucement, il a attrapé la bombe délicatement sans toucher la ceinture. Il s'est relevé, il a respiré à nouveau, il a fait demi-tour, il est sorti de son champ. Il s'est baissé délicatement, il a posé la bombe sur le tas de brindilles, elle tenait, il s'est levé, il a gratté une allumette, il est parti en courant. Lorsque la bombe a explosé, il était déjà loin. Il a calculé qu'il fallait à peu près 2 minutes. C'était bien. Ça l'a rassuré. Il est reparti, il est entré, il a trouvé une deuxième bombe, il a retenu son souffle, il s'est baissé, il a attrapé sans toucher la ceinture, il s'est relevé, il est ressorti, il avait préparé son tas de brindilles, il a posé la deuxième bombe délicatement, gratté une allumette, parti en courant. C'était sûr, ça prenait à peu près 2 minutes, c'était suffisant pour être loin. Il était complètement rassuré. À la fin de la première journée, Abu Azam avait fait exploser 20 bombes. Même les équipes, les spécialistes n'arrivaient pas à un chiffre pareil. Il était fier, le lendemain il a recommencé, et c'est comme ça que très vite Abu Azam a déminé son champ. Très vite, Abu Azam a pu cueillir ses olives et ses figues, et très vite Abu Azam a sorti ses chèvres, mais très vite dans le village, plus personne ne l'appelle Abu Azam le berger. Tout le monde l'appelle Abu Azam le démineur. En arabe, c'est encore mieux. On l'appelle Abu Azam Qahir al-Qanabil al-Unqudiyya. Abu Azam qui a vaincu les bombes à fragmentation. Adham avait 20 ans quand la guerre a commencé. Il est du Sud, il travaillait déjà depuis 1 an avec la Croix-Rouge dans le Sud, et là, pendant la guerre, il a travaillé avec la Croix-Rouge dans le Sud. Il est resté du jour à courir sur le bombardement, à sauver des blessés et à sortir des morts sous le décombre. Mais les hôpitaux, le Sud, c'est une région où il n'y a pas vraiment des hôpitaux, des petites cliniques, ont été très vite débordés, et la Croix-Rouge a décidé d'envoyer les blessés les plus graves à Beyrouth. Et ils ont chargé Adham de conduire le convoi. Malgré les routes défoncées, malgré les routes bombardées jour et nuit, malgré tout ça, Adham a réussi à conduire le convoi formé de 10 ambulances jusqu'à Beyrouth. Mais là, il ne pouvait plus revenir dans le sud, il est resté à Beyrouth, dans les quartiers sud, à sauver des blessés avec la Croix-Rouge. Lorsque la guerre était finie, il a fait comme tous ceux qui étaient venus du sud, il est remonté ce lundi-là le matin vers son village. Comme beaucoup de villages, son village était bombardé, 80% des maisons étaient touchées ou détruites, et il n'a pas pu reconnaître sa maison. Il a reconnu la maison de son grand-père à un arbre qui était resté debout. Mais la maison était en décembre. Alors il a fait comme beaucoup de gens ces jours-là, il a commencé à soulever des pierres pour trouver des souvenirs.
Et c'est ainsi, en soulevant une pierre, qu'une bombe a sauté. Et Adam, qui avait passé la guerre à sauver des vies, est mort le premier jour de la paix. Ça, c'était Adam. 82. 82, il y a eu la grande invasion du Liban, c'est l'année où la capitale, Beyrouth, a été occupée. À l'époque, j'étais encore journaliste à Beyrouth, à la radio. Beyrouth a été encerclée très vite, même avant que le sud ne soit complètement occupé. Les tanks israéliens déjà encerclé Beyrouth, que Saïda, la ville du sud, n'était pas encore tombée. Il n'y avait plus de circulation entre Saïda et Beyrouth, et le croisement sur 45 km, tous les carrefours étaient occupés. Et moi, toute ma famille vit dans le sud. Ma mère, ma deuxième mère sont dans le village, mais mes frères, mes sœurs, 6 frères et sœurs avec leur famille vivent dans la ville de Saïda. Plus de nouvelles du tout, la Croix-Rouge n'arrive plus à circuler, les journalistes ne circulaient plus entre le sud et Beyrouth. Et quand il n'y a plus de nouvelles, moi je plonge dans le travail, j'ai plongé dans le travail. Et on n'avait pas le choix à l'époque, Beyrouth était bombardée jour et nuit, les journalistes qui habitaient loin ne pouvaient plus arriver à la radio. Moi, j'habitais à côté de la radio avec 2 autres journalistes. On a assuré les premiers jours de permanence, quasiment 24 heures sur 24, on dormait sur place. On dormait sur place, mais lorsque l'un de nous apprenait qu'il y avait de l'eau dans sa rue, dans son quartier, ces soirs-là, il rentrait chez lui, prendre une douche et dormir à la maison. Moi, je n'avais plus de nouvelles du tout. On avait des nouvelles comme ça éparses. Les gens qui quittaient le sud à pied, ils arrivaient à Beyrouth et ils se retrouvaient encerclés à Beyrouth dans un piège. Alors ils arrivaient à la radio, nous suppliaient d'annoncer qu'ils sont vivants pour leurs familles qui sont dans le sud, d'annoncer qu'ils sont encore vivants. C'est ainsi que j'ai eu un peu de nouvelles de mon village. Il y a un homme de mon village qui est venu me dire d'annoncer qu'il est arrivé à Beyrouth vivant. Donc je lui ai dit, raconte-moi le village, qu'est-ce qui se passait? Il m'a dit, je ne sais pas, il y a eu les premières maisons du côté sud qui ont été détruites, il y a eu quelques morts parce qu'il y a eu des jeunes qui ont résisté, mais je n'ai pas de détails. Et vu qu'il n'y a pas de détails, j'ai plongé dans le travail. Et voilà, un jour, j'apprends qu'il y avait de l'eau dans mon quartier, dans ma rue. Donc, ce soir-là, à 1h du matin, j'ai quitté la radio, je suis allé prendre une douche, j'ai arrosé les plantes sur le balcon, et je dormais vers 3h du matin. Très tôt le matin, j'entends la porte de l'appartement s'ouvrir. J'ai sursauté, il n'y avait que 2 personnes qui avaient la clé. Moi-même et ma mère. Mais ma mère était dans le sud, dans le village. J'ai sauté du lit et vous savez, nos mères, quand elles viennent des villages, avant de les voir, on sent l'odeur de leur robe. Avec leur robe, elles apportent le thym, le romarin. C'était elle. Je sors dans le couloir et c'était elle. Elle était là au milieu du couloir, elle avait apporté à manger au cas que son fils n'ait rien à manger. Elle m'a dit, voilà, je viens de dire que tes frères, tes sœurs, leurs enfants, tout le monde va bien, personne n'est mort, personne n'est blessé, maintenant fais le café. Au Liban, on ne parle jamais des choses sérieuses, même pendant la guerre, avant de boire le café. Donc elle m'a suivi dans la cuisine, je commençais à faire le café, et je lui dis, mais comment tu as fait pour arriver? Même la Croix-Rouge n'arrive pas. Allez, c'est lui qui cherche trop, je te raconterai. Je lui dis, le village, qui c'est qui est mort? Qui c'est? On m'a dit, tel m'a dit qu'il y avait... Il m'a dit, il t'a dit ça? Ça va être une histoire de corbeau. Il n'y a rien eu. L'histoire de corbeau, c'est une histoire que ma mère nous racontait quand on était petit. C'est une histoire qui dit qu'il y avait un homme qui était malade, un homme qui était très malade. Sa femme l'a veillé toute la nuit. Et le matin, elle avait les yeux rouges, parce qu'elle n'avait pas dormi. La voisine lui dit, mais pourquoi tu as les yeux rouges? Il dit, ah, mon mari, il est pauvre, il a vomi toute la nuit, il était malade. Je l'ai veillé. La voisine a raconté au voisin que le premier voisin a vomi toute la nuit, c'était noir. Le voisin a raconté au voisin que le premier voisin a vomi, que c'était noir comme un corbeau. Mais le voisin du voisin a raconté que le premier voisin a vomi un corbeau. Et lorsque la nouvelle a fait le tour du village, lorsque la nouvelle est revenue chez l'homme qui était malade, il avait déjà vomi 7 corbeaux. Donc ma mère a dit, il n'y a rien eu, il a exagéré, il n'y a rien. Elle m'a dit, il n'y a pas eu de résistance, les tanks ont traversé le village, ils ont fait un barrage à la sortie du village. Pour quitter le village, tout le monde pouvait partir, mais pour revenir, c'était plus difficile. Je dis, mais toi, comment tu as fait pour venir là? Elle m'a dit, écoute, moi, premier jour, deuxième jour, troisième jour au village, le village était occupé, mais à l'entrée de la ville de Saïda, il y avait encore de la résistance et des accrochages. Et tous mes frères, mes sœurs, avec leurs enfants, leurs conjoints, habitent là. Elle m'a dit, je n'ai pas pu résister, j'ai dit à Massaouda, je descends en ville voir les enfants.
Il dit, je suis descendu, je suis arrivé au croisement, premier croisement à Saïda. Ma sœur aînée habite juste là au croisement. Il m'a dit, il y avait des tanks sahéliens, il y avait des soldats, il y avait des hommes cagoulés, il y avait encore des résistants sur le toit, il y avait 2 morts dans la rue. Il m'a dit, moi j'ai sorti la clé de la maison, il a les clés de tous ses enfants. Il m'a dit, sorti les clés de la maison de ta sœur pour rassurer les soldats, dire je vais là chez quelqu'un que je connais. Il m'a dit, mais je suis arrivé, il n'avait qu'un mot en bouche, Bahr, mer. Il m'a dit, il nous poussait vers, la mer n'est pas loin, il nous poussait vers la mer. Il m'a dit, moi je lui dis, c'est ma fille qui habite là, je vais aller voir là dans sa maison, elle avec ses enfants. Il me dit, mais il ne comprenait pas l'arabe, il disait Bahr. Il me dit, il me poussait, et puis il me dit, il y avait des accrochages, je suis parti à la mer. Puis à la mer, sur la plage. Mais il y avait toute la ville qui était là, des centaines, des milliers de personnes qui étaient là, des vieux, des jeunes, des enfants, des femmes. Certains étaient là depuis 3 jours sans manger, sans boire. Je dis, mon Dieu, ta sœur, ses enfants, son mari. Il me dit, j'ai cherché partout sur la plage, j'ai pas vu ta sœur, ni ses enfants, ni son mari. Mais il dit, tout d'un coup, je me suis dit, si ta sœur est intelligente, elle ne reste pas ici. Au bout de la plage, il y a un champ d'orangers. Au milieu du champ d'orangers, c'est la maison de l'oncle. Je me suis dit, si ta sœur est intelligente, elle est chez l'oncle. Donc ma mère s'est faufilée, elle est arrivée au bout de la plage, sortait le mur, elle est arrivée chez l'oncle, elle était fière, sa fille était intelligente, elle était chez l'oncle avec son mari et ses enfants. Mais voilà, lorsque la guerre avait commencé 3 jours avant, l'oncle avait des invités et les invités sont restés coincés là. Ma mère m'a dit, il y avait 15, 17 personnes peut-être dans cette maison, il n'y avait plus rien à manger. Et moi, j'apportais ma bouche en plus. Elle m'a dit, ce soir-là, chacun a dormi comme il pouvait. Elle m'a dit, moi, je suis installé dans un canapé, j'ai mis Selim. Selim, c'était le dernier de ses petits-enfants. Elle m'a dit, je l'ai mis sur mes genoux, je lui ai raconté des contes pour le calmer, parce que ça bombardait dehors. Elle m'a dit, Selim s'est endormi, moi, je n'ai pas dormi. Elle m'a dit, j'avais qu'une idée, comment faire pour aller chez ta sœur a 2 frigos. Elle a des provisions. Elle m'a dit, je l'ai questionné, elle a de la viande congelée, du poisson congelé, elle a un sac de pommes de terre, elle a un sac de riz, elle a des pâtes, elle a plein de provisions. Ta sœur ici n'a plus rien à manger. Elle m'a dit, le matin tôt, j'ai réveillé Selim, je lui ai dit, écoute, si ta mère te dit où est la grand-mère, tu dis que je suis remonté au village. Il dit, remonter au village, qu'est-ce que tu veux que je fasse au village? Donc, il m'a dit, je suis reparti, je suis tombé sur le carrefour et tombé sur le même mot, Bahr. Il m'a dit, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis énervé. Je lui ai dit, mais faites des phrases, même si on comprend, mais on ne comprend pas, même dans votre langue, Bahr, comme sont des animaux, mais une phrase entière. Il m'a dit, je commençais à crier comme ça. Il m'a dit, il y a quelqu'un, un autre soldat, c'était sûrement un officier, parce que quand il s'est approché, l'autre a reculé. Il m'a dit, lui, il parlait un peu arabe. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a, la vieille, tu veux voler ça? C'est ça? Il m'a dit, je le regardais. Il est plus jeune que mes enfants, il me traite de voleuse. J'étais furieux. Je l'ai pris par le bras, j'avais la clé à la main, je lui ai dit, c'est la maison de ma fille. Elle est au 2e étage, il y a 2 frigos, il y a ça dans les frigos, les enfants derrière ont faim. Et je me dis, je commençais à lui parler et tout d'un coup, j'ai senti que son bras devenait tout mou dans ma main. Elle m'a dit, je me suis dit, il ne faut surtout pas que j'arrête de parler. Elle m'a dit, je continuais à décrire la maison, mais je commençais à décrire le salon, tout ce qu'il y a dans la maison, les rideaux, tout ça, et je le tirais vers les meubles et il avançait avec moi. Elle m'a dit que le meuble n'était pas encore complètement tombé parce qu'il y avait encore des combattants sur le toit. Les 2 morts que j'ai vus la veille étaient encore dans la rue. Mais je lui parlais, lui il avançait, peut-être que je rappelais sa mère, va savoir. Elle m'a dit, on est arrivé dans notre immeuble et moi je continuais à parler. On est monté l'escalier, pas d'ascenseur, mais des morceaux de vitre partout sur l'escalier. On est arrivé au 2e étage, j'avais la clé à la main. La clé ne servait à rien et plus de porte. Plus de fenêtres avec le bombardement. On est entré, il y avait des morceaux de vitre partout. J'ai dit, tu vois les 2 frigos, tu me traites de voleuse, tu n'as pas honte. Tu vois les 2 frigos, j'ai ouvert les frigos, tu vois les sacs de pommes de terre. Il me dit, lui, il me regardait comme ça. Il m'a dit, tout d'un coup, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mon Dieu, que je suis bête, je suis parti de chez l'oncle sans lui demander s'il avait du gaz. Le pain était rare pendant la guerre, l'eau était rare, mais le gaz aussi était rare. Trouver une bonbonne de gaz, parfois on passait une semaine à chercher. Elle m'a dit, j'ai oublié de demander à l'oncle s'il n'a pas de gaz, si j'apporte moi de la viande congelée, du poisson congelé, des pommes de terre. À quoi ça va servir? Alors que ta sœur, je la connais, elle est tellement inquiète, elle a toujours 2 bonbonnes de gaz en réserve. Elle m'a dit, j'ai décidé, je vais cuisiner là. Elle m'a dit, j'ai dit au soldat, à l'officier, je lui ai dit, écoute s'il te plaît, est-ce que tu peux aller m'ouvrir la bonbonne sur le balcon?
Il m'a dit, moi, je n'avais pas peur de sortir. Je pouvais sortir, l'ouvrir. Mais je voulais lui montrer que c'est ma maison, je connais tout ce qu'il y a dans la maison. Il dit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le pauvre? Il est parti ouvrir la bonbonne de gaz. J'ai dit, assieds-toi, il a souri, il ne pouvait pas s'asseoir, il est parti, c'était la guerre. Elle m'a dit, moi, j'ai allumé les 4 têtes de gaz, j'ai commencé à cuisiner. Elle m'a dit, j'ai cuisiné, je faisais des paquets, je cuisinais. Elle m'a dit, il est venu une fois, il est venu 2 fois. Je lui disais, j'ai pas fini, bientôt j'ai fini. Il venait, il repartait, il m'a dit, j'ai fait. Il m'a dit, au bout de 4 heures, j'avais tout cuisiné. Tout ce qui était dans le frigo, les pommes de terre, le riz, tout ça, tout. J'avais plein de paquets autour de moi. Elle m'a dit, j'ai entendu des pas. Je me suis retourné pour lui dire, ça y est, j'ai fini. Ce n'était pas lui. C'était 2 soldats qui me braquaient avec leurs armes, qui ne comprenaient pas un mot d'arabe. Je me suis dit, ça y est, je suis morte. Ils me prennent pour une voleuse. Mais lui, je suis sûr, je lui rappelais sa mère parce qu'il est arrivé en courant, il a parlé à ses soldats dans leur langue, ils ont baissé leurs armes. Et à moi, il m'a dit en arabe, tu ne peux pas rester ici, je ne peux pas te surveiller tout le temps, il faut partir. Je lui ai dit, j'ai fini. J'ai fini, mais tu sais, il y a un mois, je me suis fait opérer d'une hernie. Le médecin m'a dit que je ne peux pas porter beaucoup de choses lourdes. Ne renvoie pas tes soldats. Est-ce qu'ils peuvent m'aider à transporter ça jusqu'au Carrefour seulement? Après, j'appelle mes enfants. Il m'a dit, ils m'ont aidé à le porter jusqu'au Carrefour. Après, j'ai appelé les enfants. Et j'avais raison. Elle m'a dit, j'avais raison. Chez l'oncle, il n'y avait pas de gaz. Elle m'a dit, voilà, là, ça va. L'oncle était dans un quartier qui était déjà occupé, donc ça va déjà. Elle me dit, mais tes frères et tes sœurs de l'autre côté, moi, de l'autre côté de la ville, je ne savais pas s'ils sont morts ou vivants. Elle m'a dit, la nuit, j'ai quitté la maison de l'oncle, et je suis parti, c'est sa ville, Saïda. Elle m'a dit, il faut filer la nuit. Je suis arrivé chez ta sœur, Mona, ta sœur, que tout le monde disait avant qu'elle était capable de cuisiner avec une bougie, de faire le pain avec n'importe quoi. Elle était complètement paralysée, ses enfants sont tout petits. Elle m'a dit, elle était incapable de faire un biberon. Elle m'a dit, je me suis installé chez elle aussi, j'ai raconté des histoires aux enfants pour les calmer, je leur donnais à manger, je préparais à manger, j'ai fait du pain. Je suis allé, et elle a fait comme ça le tour des maisons de ses enfants. Elle m'a dit, voilà, maintenant, à la fin, la ville de Saïda a été occupée, les morts sont morts, les blessés sont blessés, les prisonniers sont prisonniers. Nous, dans la famille, on a eu de la chance, il n'y a pas eu de morts, pas de blessés, voilà. Elle m'a dit, pourtant, on n'était pas très inquiets, c'est vrai, Beyrouth c'était bombardé, mais ta voix, on l'entendait toute la journée à la radio, on t'entendait toute la journée à la radio. Elle m'a dit, oui, mais on se dit, nous, on n'est pas inquiets pour lui, mais lui, il doit être inquiet. Elle m'a dit, je leur dis, alors je vais aller lui dire que tout le monde va bien ici. Je lui ai dit, mais comment tu as fait? Sincèrement, il n'y avait pas de communication entre Saïda et Beyrouth. Elle m'a dit, mais non, la route n'est pas coupée tout le temps. La route est coupée au carrefour. Les tanks israéliens occupent les carrefours. Mais entre 2 carrefours, il y a 4, 5, 6 kilomètres parfois, on peut circuler. Elle m'a dit, à mon âge, il y avait toujours une voiture qui me faisait avancer des 4, 5 kilomètres. J'arrivais avant le carrefour, j'ai contourné par la montagne, et quand la nuit arrivait, il y avait toujours quelqu'un qui m'invitait à dormir. Elle a passé 48 heures pour faire 45 kilomètres. Elle m'a dit, à l'entrée de Beyrouth, j'ai attendu, il y a une accalmie, il y avait des gens qui sortaient, d'autres qui entraient, j'ai réussi à entrer, et voilà. D'ailleurs, il ne faut pas que je reste très longtemps, ils vont s'inquiéter là-bas. Je l'ai gardé 2 jours, 3e jour, il est parti. Les années sont passées, et puis la vie m'a poussé en dehors du Liban. Mais je reviens tout le temps, je reviens tous les ans, parfois plusieurs fois par an. Et ma mère a commencé à vieillir. La guerre nous a dispersé un peu tous, et tous les enfants sont partis chacun de son côté, mais ma mère a fait le tour de ses enfants partout. Et partout où elle allait, elle apportait avec elle des graines qu'elle plantait. Donc les plantes qui poussent là, ça s'appelle l'africaine, la française, voilà, elle n'a pas le nom exact, mais l'australienne. Et un jour, je lui ai dit, écoute, tu vieillis, et puis il y aura un jour où on ne saura même pas comment s'appellent certaines plantes. Donc je commençais à noter le nom des plantes. Il y avait l'africaine, l'australienne, puis les plantes locales, elle connaissait. Et puis il y avait une plante qui faisait une fleur jaune. Elle m'a dit, cela, je ne connais pas son nom, je l'ai prise quand je suis rentré de chez toi. Je lui ai dit, chez moi en France? Il dit, non, chez toi à Beyrouth, quand vous étiez encerclés, je ne t'ai pas dit? Je dis, non. Il dit, tu te rappelles, je t'ai dit, pour venir à Beyrouth, j'ai contourné les croisements, les barrages comme ça par la montagne? Il dit, oui. Il me dit, à un moment, c'était le lendemain, j'étais fatigué, épuisé, j'avais mal aux pieds, je me suis assis sur une colline, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai vu cette plante jaune que je ne connaissais pas, qui fait une fleur jaune que je ne connais pas. Elle m'a dit, je me suis dit, je vais la prendre. Elle m'a dit, j'ai commencé à me baisser pour l'arracher, puis je me suis arrêté. Je me suis dit, mais la pauvre, elle ne m'a rien fait. Moi-même, je ne suis pas sûr d'arriver à Beyrouth vivante. Pourquoi je la prends? Elle m'a dit, je l'ai laissée. Elle m'a dit, mais quand je suis revenu de chez toi pour revenir à Saïda, j'ai repris le même chemin,
En repassant, je l'ai trouvée. Elle était là, toujours là. Je lui ai dit, écoute, tu m'as attendu, alors je te prends. Il m'a dit, je l'ai arraché doucement avec ses racines, j'ai mis les racines dans mon mouchoir, j'ai mis un peu d'eau, et puis il a survécu, puis là... Je lui ai dit, elle est libanaise, celle-là, donne-lui un nom. Je dis, je ne sais pas. Elle m'a attendu, elle est, si tu veux, je peux l'appeler Natra, celle qui a attendu. Et on l'appelle Natra. On l'appelle toujours Natra. Pour finir, un poème qui... Chez nous, dans notre maison, il y a une tradition qui existe dans quelques maisons, même beaucoup de maisons du Moyen-Orient. On a toujours une lumière allumée jour et nuit, une mèche dans l'huile qui reste allumée jour et nuit. Et quand quelqu'un se marie, il allume à la lumière des parents, il la prend avec lui. Certaines lumières ne sont pas coupées depuis 1000 ans. Et puis, à côté de cette lumière, il y a un poème qui m'accompagne depuis que je suis tout petit. Et là, maintenant, partout où j'y vais, il dort à côté de moi. C'est un poème d'un grand philosophe que certains parmi vous connaissent, un philosophe arabe andalou qui a vécu à cheval 12e, 13e siècle. Il est né à Morsi, il est mort à Damas, il s'appelle Ibn Arabi. Je vous le dis en arabe et en français. لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني وقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. Encore hier, je remerciais mon ami lorsque sa religion n'était pas proche de la mienne. Mais mon cœur accepte aujourd'hui toutes les images. Il est pâturage pour les gazelles et couvent pour les moines. Temple pour les idoles, Kaaba pour les pèlerins. Les tables de la Torah et les pages du Coran. Ma religion est la religion de l'amour, peu importe où les caravanes de l'amour se dirigent. L'amour est ma religion et ma foi. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup.